Cap sur l'édition de l'information de ce mardi sur A12 Télévision. Voici le sommaire de ce journal. Les hostilités sont déclenchées à un an de la présidentielle 2025. Illustration ce dimanche avec les pics lancés par le secrétaire exécutif du RHDP à Laurent Gbagbo qui assure-t-il ne reviendra plus aux affaires. Charles Blé Goudé s'ajoute à la liste des candidats déclarés pour la présidentielle 2025. Ce dimanche, le leader du COJEP a été investi par son parti. Et à l'étranger, au Tchad, l'opposant Succès Masra continue de contester les résultats de la présidentielle du 6 mai. Il a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Pas question d'ouvrir la voie à un retour de Laurent Gbagbo aux affaires. Lors du lancement de la grande tournée de mobilisation des femmes du RHDP ce dimanche 12 mai à Abobo, le secrétaire exécutif du parti au pouvoir Cissé Bakongo a prévenu que le candidat du PPACI pour la présidentielle 2025, je cite, ne deviendra pas à nouveau président de ce pays. Le point dans ce compte rendu. 18 mois séparent la Côte d'Ivoire de la prochaine présidentielle d'octobre 2025. Mais déjà, le ton se durcit de part et d'autre des états-majors des partis politiques. 48 heures après l'investiture au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire du candidat Laurent Gbagbo pour le compte du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI, Cissé Ibrahim Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP au pouvoir, s'est montré impitoyable ce dimanche 12 mai envers l'ex-chef d'État lors du lancement de la grande tournée nationale de mobilisation des femmes du RHDP au complexe sportif d'Abobo. Gbagbo ne deviendra pas à nouveau président de ce pays, même pour 5 ans. On ne lui donnera même pas un jour, assurait l'actuel ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Ce proche d'Alassane Ouattara a en outre fustigé la gestion des fonds publics sous Laurent Gbagbo, évoquant ce qui dépeint comme une gabegie systématique avec une manne financière dilapidée sous le prétexte de l'argent qui circule. Ouattara est candidat, a réitéré fermement Cissé Bakongo devant une foule de militants acquis à la cause du numéro 1 ivoirien. Les candidatures à la présidentielle se multiplient. Toujours dans la journée du 12 mai, Charles Blé Goudé, président du Congrès pour la justice et l'égalité des peuples, recevait l'onction de ses partisans pour briguer la magistrature suprême en 2025. Depuis la tribune de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, où avait lieu la cérémonie, il s'est empressé d'afficher ses ambitions. Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COJEP, a été investi ce dimanche 12 mai, candidat de son parti pour le scrutin présidentiel d'octobre 2025. Cette cérémonie d'investiture, qui a eu pour cadre la Fondation Félix Houphouët-Boigny, a vu l'affluence dans la capitale politique de nombreux militants et sympathisants du parti de l'ex-allié de Laurent Gbagbo, venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire. Face à la mobilisation de ses partisans venus solliciter sa candidature à la présidentielle de 2025, l'ancien leader des jeunes patriotes rassure. Quand je suis arrivé à Côte d'Ivoire, j'ai dit, il est venu. Beaucoup ont regardé les aiguilles de leur montre. Non. Parce que moi, je ne parlais pas du temps Kairos, du temps Chronos. Je ne parlais pas du temps Chronos. Je ne parlais pas de la montre. Je parlais du temps Kairos. C'est-à-dire le moment pour agir. Mais surtout le bon moment pour agir. Je sais que dans la tête de chacun, des questions se posent. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'université? Le congrès du COJEP l'a déjà dit. 2025 ne se passera pas sans nous. Je voulais encore le redire. Devant toute la place du monde. 2025 ne se passera pas sans nous. Par ailleurs, prévient Charles Blé Goudé, moi président, je vais supprimer les institutions inutiles. C'est désormais officiel, Charles Blé Goudé et son ex-mentor Laurent Gbagbo sont tous les deux candidats déclarés au scrutin présidentiel d'octobre 2025. Une situation complexe née de la rupture visiblement irréparable entre les deux ex-alliés qui se livrent ainsi une sorte de duel à distance. L'analyse dans cet élément concocté par la rédaction. Jusqu'à leur retour d'exil judiciaire, personne n'aurait parié sur une confrontation ouverte entre Charles Blé Goudé et son ex-mentor politique Laurent Gbagbo.
Alliés indéfectibles depuis les années estudiantines de Charles Blé Goudé jusqu'à dans leur détention commune à la prison de Scheveningen à La Haye, les deux hommes semblent avoir atteint le point de non-retour dans leur rupture. Seulement 48 heures après la désignation de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo en tant que candidat du PPACI pour la présidentielle de 2025, ce fut autour le dimanche 12 mai de son ancien bras droit Charles Blé Goudé de recevoir l'onction de ses partisans du COJEP dans la capitale politique Yamoussoukro pour défendre le programme du parti lors du scrutin présidentiel prévu pour se tenir dans 18 mois. Difficile dans de telles conditions d'envisager un rapprochement de dernière minute entre les deux hommes et de façon plus élargie au sein de la gauche ivoirienne émiettée par le retour au bécaye de l'ancien président. Le duel à distance entre père et fils laisse entrevoir des étincelles dans les jontes verbales, à moins d'un revirement inespéré qui révélerait sans aucun doute du miracle. Laurent Monti, politologue, nous livre dans cet élément son analyse sur ces candidatures déclarées de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Au-delà de ces deux acteurs, il évoque une dispersion des forces au sein de la gauche ivoirienne. On l'écoute. Ça y est, on peut le dire que la pré-campagne électorale 2025 est effectivement lancée avec les déclarations de candidature, notamment de Pascal Affi-N'Guessan pour le compte du FPI, Laurent Gbagbo le 10 mai dernier qui s'est déclaré candidat pour le PPACI. Il a été suivi 2 jours plus tard par la déclaration de candidature de Charles Blé Goudé pour le compte du COJEP. On peut en tirer 3 axes d'analyse. Le premier axe serait de constater effectivement que la gauche ivoirienne part en rang dispersé dans cette élection présidentielle, quand on sait notamment qu'on pourrait également avoir des candidatures de Simone et Yves Gbagbo pour le compte du MGC, ou même un retour dans le jeu électoral de Mamadou Koulibaly. Donc une gauche ivoirienne totalement dispersée, appuyant cela par des divergences personnelles qui nous font penser qu'une alliance entre toutes ces personnalités, ces ténors de la gauche, paraît plus qu'hypothétique. Le deuxième point, ce serait de constater que des candidatures, notamment celles de Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, pourraient être empêchés au final en raison de leur déboire judiciaire. Ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales actuellement. On voit mal comment les choses pourraient évoluer. En tous les cas, on espère qu'ils pourront être admis à aller au bout de leur démarche pour cette candidature. Et puis le troisième point, c'est de savoir simplement si leurs candidatures sont invalidées. Est-ce qu'ils pourraient s'acheminer vers un schéma Sonko-Faye comme on l'a vu au Sénégal? Sonko s'est effacé pour laisser la place à Faye. Est-ce qu'on pourrait voir notamment au niveau du PPACI, Gbagbo s'effacer pour laisser soutenir quelqu'un comme Awadon Melo qui est infidèle parmi les fidèles et qui pourrait avoir la stature nécessaire pour briguer la magistrature suprême. Donc j'ai envie de dire que pour ceux qui espéraient un changement en profondeur, un renouvellement en profondeur de la classe politique ivoirienne, il faudra attendre un petit peu, même si on a une lueur d'espoir au niveau du PDCI avec l'avènement de Tian à la tête de ce parti. Direction Sakassou dans la région du Béquet. Hier lundi, la cour royale du Oualébo a abrité une double cérémonie d'annonce officielle du décès de la reine Akwa Boni II et d'intronisation du prince Maxime Kouadio qui devient ainsi le 14e souverain du royaume baoulé. Le temps de la douleur purgée, le conseil du royaume baoulé a officialisé ce lundi 13 mai à son siège à Sakassou, dans le centre du pays, le décès de Nana Akwa Boni II, 13e reine dans l'ordre de succession au trône du royaume baoulé. Suite à ce décès survenu le 27 juillet 2023, l'institution a désigné selon les coutumes le prince régent Nana Kouadio Maxime comme nouveau souverain et 14e roi du royaume baoulé. Une délégation de haut niveau devra incessamment être dépêchée auprès du chef de l'État Alassane Ouattara pour l'informer de manière officielle du décès de la reine. L'Association des jeunes avocats de Côte d'Ivoire, AJACI, célébrait récemment ses 40 années d'existence. Une occasion pour les jeunes praticiens de la profession de se pencher sur les défis actuels de leur secteur d'activité. Notons que des confrères dans le métier sont venus de différents pays africains et de la France pour prendre part à ces réflexions. En Côte d'Ivoire, dans le cadre de la promotion de la paix, la justice et l'état de droit, de jeunes praticiens du droit, membres de l'Association de jeunes avocats de Côte d'Ivoire, AJAC-CI, venus d'une quinzaine de pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Europe, se sont réunis à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, à l'occasion de la célébration des 40 ans d'existence de l'organisation.
organisation au sein de laquelle les premiers pas des jeunes avocats sont effectués. 40 ans pour moi, pour les jeunes avocats, c'est de s'approprier la connaissance pour exister et faire exister la paix et la justice. C'est ça qui est leur charge, c'est ça qui est leur charte et c'est ça qui est leur devoir. Pour que la noble profession d'avocat continue de jouer un rôle éminent, important dans le système judiciaire dans un paysage juridique en mutation, il est nécessaire que les défis actuels de la profession soient relevés, souligne le président de l'organisation. Nous sommes là pour réfléchir, pour ne pas être surpris par ces nouvelles mutations-là, mais nous donner les moyens de pouvoir gérer ces nouvelles mutations, mais surtout faire des jeunes avocats, des avocats conquérants, des avocats qu'on recherche dans le monde. À noter que le gouvernement ivoirien veut moderniser des activités du secteur juridique en passant par le renforcement des capacités essentielles pour exploiter les nouveaux marchés du droit et devenir un leader africain dans le domaine du droit. Hors de nos frontières au Tchad, le leader du Parti des transformateurs, le Premier ministre de transition, Succès Masra, continue de contester le verdict des urnes. Suite à l'élection présidentielle du 6 mai dernier, l'opposant a indiqué avoir déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle à le fait d'invalider les résultats donnant le chef de la transition, Mahama Déby Itno, vainqueur avec 61,03% des suffrages exprimés. Au Tchad, l'opposant Succès Masra conteste les résultats des élections présidentielles du 6 mai dernier. Le chef de file de l'opposition a annoncé dimanche avoir déposé un recours en annulation auprès du Conseil constitutionnel. Les résultats préliminaires ont donné le président Mahama Déby Itno vainqueur avec un peu plus de 61% des voix contre 18,5% pour Masra. Le Premier ministre du gouvernement de transition du Tchad avait revendiqué la victoire peu avant l'annonce des résultats, indiquant sans apporter de preuves que les résultats du scrutin étaient manipulés. Le Tchad a obtenu ces élections longtemps retardées après 3 années de régime militaire. La victoire du président Mahama Déby surprend très peu les observateurs. Déby avait pris le pouvoir lorsque son père, qui y avait passé 3 décennies, a été tué au front face aux rebelles en 2021. Au Nigeria, le Sénat a adopté le 9 mai dernier un projet de loi visant à infliger la peine de mort aux personnes jugées coupables de trafic de drogue. Ce durcissement de la législation intervient dans un contexte de prolifération de la consommation de stupéfiants. Le mois dernier, l'Agence de lutte contre le trafic de drogue a procédé à la destruction de 300 000 kg de stupéfiants. C'est un élément signé Africa 24. Le Sénat nigérian souhaite un durcissement de mesures contre les délits liés à la drogue. Le 9 mai 2024, la Chambre haute du Parlement du Nigeria a adopté un projet de loi visant à instituer la peine de mort pour les personnes reconnues coupables de trafic de drogue dans le pays. La résolution du Sénat visant à modifier la loi sur l'Agence nationale d'application de la loi sur les drogues, NDLEA, découle de l'examen d'un rapport des commissions du pouvoir judiciaire, des droits de l'homme et des questions juridiques et des drogues et stupéfiants. Le projet de loi propose la peine capitale pour les trafiquants de cocaïne, du LSD, d'héroïne et d'autres stupéfiants au Nigeria. Si nous voulons éradiquer le trafic de drogue au Nigeria, la seule façon d'y parvenir est d'en faire un crime passible de la peine de mort. Au Nigeria, la consommation d'opioïdes, en particulier de tramadol et de sirop contre la toux contenant de la codéine, est répandue. Dans le pays d'Afrique de l'Ouest, l'abus de drogues tels que le cannabis, la cocaïne et la méthamphétamine est notamment à l'origine des actes de violence et des accidents de la route. En avril 2024, la NDLEA a détruit plus de 300 000 kg de stupéfiants saisis dans les États de Lagos et d'Ogun. Les chiffres de la NDLEA indiquent qu'environ 14,3 millions de Nigérians âgés de 15 à 64 ans sont impliqués dans l'abus de drogue. La décision du Sénat nigérian d'introduire la peine de mort pour les personnes impliquées dans le trafic de drogue va créer une polémique car la peine de mort est de plus en plus découragée dans de nombreuses régions du monde. Mais pour un pays comme le Nigeria, il pourrait être compréhensible qu'une telle mesure soit introduite pour un crime qui, dans de nombreux milieux, est considéré comme ayant porté atteinte à la réputation du pays, en particulier au sein de la communauté internationale. Le trafic de drogue est puni d'une peine de prison à vie au Nigeria.
Le projet de loi du Sénat vise notamment la mise à jour de la liste des substances interdites, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle de la NDLEA, la révision des sanctions et l'établissement de laboratoires de pointe pour l'analyse des médicaments. La Chambre haute a également proposé une peine de 15 ans d'emprisonnement sans possibilité d'amende pour les consommateurs de drogue dure. On reste au Nigeria pour évoquer ces manifestations des syndicats de travailleurs qui protestaient ce lundi contre les récentes augmentations des coûts de l'électricité. Ces augmentations sont consécutives à l'arrêt des subventions de l'énergie décidé par le gouvernement en début avril afin d'alléger la pression sur les finances publiques. Les précisions avec nos confrères d'Africa News. Les syndicats nigérians ont organisé lundi des manifestations à l'échelle nationale contre les récentes augmentations des prix de l'électricité. Ces augmentations sont dues à la suspension des subventions par le gouvernement du pays. Les syndicats composés de fonctionnaires ont manifesté devant les bureaux des services publics d'électricité dans les grandes villes. Leur exigence est que les autorités contrecarrent la hausse des prix qui a aggravé la crise du coût de la vie au Nigeria. Chaque manifestation a ses propres particularités et quand on regarde celle-ci, elle est très spéciale car elle touche au tissu économique parce que l'énergie, c'est la vie. L'énergie, c'est le pilier de l'économie nigériane. Pour sortir le Nigeria de la crise, nous devons pouvoir disposer d'un approvisionnement en électricité stable. En avril, les tarifs de l'électricité ont plus que doublé, tandis que le gouvernement a annoncé qu'il économisera au moins 788 millions de dollars en subventions cette année. En Afrique du Sud, le bilan s'alourdit une semaine après l'effondrement d'un immeuble à George. Jusqu'à hier lundi, 32 corps ont été sortis des décombres. Une vingtaine d'ouvriers restent ensevelis sous les gravats. En Afrique du Sud, une semaine après l'effondrement d'un immeuble à George, le bilan est en hausse. 32 morts, 13 personnes hospitalisées et 20 autres manquent encore à l'appel. Ce mardi, 8 corps ont été sortis des décombres et la recherche continue avec de maigres espoirs de retrouver des survivants. La mission se poursuit aussi rapidement que possible et avec autant de prudence que possible, mais avec un peu de chance, et nous pensons qu'il est possible qu'il y ait encore de la vie sous les décombres. Pendant ce temps, les investigations sont en cours. Les autorités enquêtent pour situer les responsabilités dans ce drame, dont les causes continuent d'alimenter le mystère. On termine avec le conflit en Ukraine. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est rendu ce mardi en visite surprise à Kiev. Il s'agissait pour le secrétaire d'État américain d'apporter des gages à l'Ukraine qui subit actuellement de lourds assauts de la part de la Russie en pleine offensive dans la région de Kharkiv au nord-est du pays. Visite surprise d'Anthony Blinken en Ukraine. Son avion a atterri en Pologne, puis le secrétaire d'État américain a pris un train qui l'a transporté vers Kiev, où il s'est entretenu avec le président Volodymyr Zelensky. Cette visite est destinée à rassurer l'Ukraine sur le soutien américain, alors que son armée se défend contre des attaques russes de plus en plus intenses, notamment dans le Donbass. La rencontre intervient moins d'un mois après l'approbation par le Congrès américain d'un programme d'aide de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine, dont la majorité devrait aller renforcer l'armée. Fin de cette édition, on se dit au revoir et à demain.